Mais du coup, on va parler des addictions. Des addictions, on va parler de qu'est-ce que c'est, comment ça se définit, c'est quoi. Ouais, c'est ça. Merci de ne pas me laisser tout seul. Attends, mais je crois que tu vas devoir donner ton micro à quelqu'un, donc. Et donc, on va voir un peu, c'est quoi avoir une addiction, c'est quoi la réalité, comment on s'occupe de ces gens-là, comment on s'en charge, comment on soigne une addiction, quelles sont les politiques publiques de santé mises en place pour gérer ça, c'est quoi le quotidien des personnes en situation d'addiction, c'est quoi le quotidien des personnes qui s'occupent et qui soignent ces gens-là, comment on soigne ces personnes-là, quels sont les contextes sociaux qui entourent ces personnes-là. Et du coup, j'accueille sur ce plateau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à dire en dernière minute, puisqu'on devait, merci beaucoup, on devait recevoir Sam Badet qui est souffrant aujourd'hui, qui est annulé, et du coup, Théodore Mistakelis a gentiment accepté de venir en dernière minute pour nous parler de ces sujets-là. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va. Moi ça va, Sam, je suis pas sûr, mais moi ça va. Ouais, Sam, une petite pensée à lui parce qu'il est dans son lit souffrant. On imagine que ça va pas être rigolo pour lui. Juste avant de commencer, je précise. Notre invité a demandé à ce qu'on parle un peu posément pour qu'il ait le temps de comprendre, et je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il hésite à nous demander de répéter. Oui, c'est ça, donc il n'y a pas de souci. On va prendre le temps. Et de toute façon, voilà, on va avoir un bon 35-40 minutes ensemble, il n'y a pas de souci, on va pouvoir prendre le temps. Du coup, Théodore Mistakelis, on peut se tutoyer? Absolument. Donc, tu es docteur, assistant psychiatre à la clinique Sanasia. Je ne suis plus, je dis que j'étais les 2 dernières années. Là, actuellement, je travaille à mi-temps aux urgences psychiatriques qui s'appelle l'unité des crises de Saint-Luc. D'accord. Et dans un SSM, un service de santé mentale qui s'appelle les Méridiens. D'accord. Et tu travailles toujours avec des personnes en situation d'addiction? Oui. Oui, c'est ça. Donc, disons que dans cette clinique Sanasia où je travaillais les 2 dernières années, c'était en effet une de pathologies qui était prise en charge pour toute une série de raisons. D'accord. Et donc, je voulais commencer par une sorte de question de définition, puisqu'on entend souvent et de plus en plus que les gens sont accros à ceci, accros à cela. Je pense au sport avec la bigorexie, au café. Je sais que ça concerne quelques membres de l'équipe, sans vouloir jeter de regard. Mais du coup, c'est quoi la différence entre être accro, donc avoir une légère dépendance à quelque chose, et être en situation d'addiction? C'est quoi la différence entre les deux? C'est difficile à dire, ça dépend quel outil on prend pour compter et pour réfléchir à cela. Être accro à quelque chose, je pense que c'est aussi une question d'expression qu'on utilise. Peut-être, on peut dire qu'une addiction, peut-être c'est quelque chose qui est vu d'une manière peut-être plus pathologique ou plus médicalisée, tant que être accro, ça peut encore rester quelque chose de personnel. Dans les addictions, on passe plutôt dans le monde médical. D'accord. Donc il y a une définition vraiment médicale de la... Oui, et en tout cas en médecine, on ne va pas dire que quelqu'un est accro à quelque chose, on va plutôt dire qu'il y a une addiction. Les termes aussi changent, ça veut dire actuellement, par exemple, la question de l'addiction, les termes addiction s'utilisent beaucoup moins. Par exemple, au niveau de ça qui fait un peu la grande référence au monde psychiatrique, c'est assez contesté par des autres côtés, mais ça fait quand même la grande référence qui s'appelle les DSM. C'est ça. C'est les manuels de la compagnie américaine de psychiatrie. C'est les initiales en français, ça donne manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Voilà, ça. Et qui c'est l'association psychiatrique américaine qui fait ce bouquin, etc. Et là, donc, sur ce coup-là, dans ces termes, on est plus dans ça qu'on avait appelé trouble d'usage, par exemple. D'accord. Les termes actuels qu'on va utiliser, c'est trouble d'usage qui différencie de l'addiction, on peut dire que c'est une autre conception de la chose. Les troubles d'usage, ça veut dire qu'il y a un usage d'un produit, de quelque chose qui devient problématique. D'accord. Et donc, à partir de ces problèmes, on va aller réfléchir qu'est-ce qui pose problème à partir d'un comportement. Bon,
il y a une certaine logique dans tout cela qui est assez différent avec l'école des pensées qu'on va utiliser. Et donc là, tu parlais des troubles d'usage, pardon. C'est toujours très compliqué entre le vouvoiement et le tutoiement. Surtout quand on vient de viser la personne. Bonjour à tout le monde d'ailleurs, on oui, n'a même pas dit bonjour. En fait, comme on n'était pas sur le plateau, on n'a même pas eu droit à pitcher nos sujets. Ouais. Oui, Ouais, c'est on ça, était mais dessus. vous pourrez nous en parler Pardon, après. Vous petite allez avoir pique, deux chroniques. Tu veux faire la présentation? Ouais, j'avais une question parce que en trouble d'usage, donc c'est plutôt côté substance, mais ça peut être un comportement aussi, une addiction, ou dans le DSM, il parle uniquement de tout ce qui est substance, Non, alcool, par exemple, drogue. c'est qui a beaucoup émergé, c'est comment dire, les addictions, je ne sais pas c'est quoi les troubles d'usage là, mais par exemple, les addictions aux jeux, je ne me souviens pas actuellement du terme de DSM, où par exemple, il y avait des pensées pour introduire, je pense qu'heureusement ça ne s'est pas fait, des addictions aux pratiques sexuelles. Ah, oui. Donc, mais bon, on est là dans quelque chose aussi qui peut être assez contesté, parce que parfois, par exemple, on va avec une certaine logique dire oui, voilà, tu bois tant de verres. Peut-être que j'avais déjà fait des tests comme ça sur Internet qui te disent à partir de quel nombre des unités d'alcool, il y a des choses bien réglementées, vous êtes alcoolique ou non. Et en vérité, ce n'est pas comme ça. Non, c'est Ça trop dépend de arbitraire. chacun, de plein de... Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est une question. Est-ce que c'est réducteur en fait d'établir ces normes en mode à partir de autant de verres, ça veut dire que voilà, on est addict à l'alcool, c'est plus un comportement qui est lié à ça, qui est lié à l'objet alcool en fait, tout autour. En effet, oui, et en effet, les dernières, on peut dire, évolutions même du DSM encore, vont plutôt vers les côtés à dire, ok, est-ce qu'on réunit une série de critères qui disent que ça fait problème dans telle sphère de la vie privée, dans telle sphère de la vie sociale, on ne peut pas se passer, etc. Donc c'est la question de ce terme intéressant qui est le terme de trouble, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient... Qui va pas. Qui va pas et qui vient troubler une situation qui était différente avant. Donc là, on vient de dire qu'effectivement, les addictions, en tout cas les troubles d'usage, ça impacte de manière différente en fonction des personnes, qu'il n'y a pas forcément des réponses similaires chez tout le monde. Je voulais savoir un peu, c'est quoi le profil des gens, si on pouvait catégoriser, s'il y avait des profils particuliers avec lesquels vous avez travaillé, qui étaient particulièrement touchés par ces troubles, qui avaient des conséquences peut-être plus graves que d'autres. Je sais pas si c'est des profils jeunes, plutôt vieux, des profils précaires, ou si ça touche vraiment tout le monde, ou s'il y a vraiment quelque chose qui peut expliquer pourquoi on tombe dans l'addiction, ou on tombe dans des problèmes d'usage plutôt que... Parce qu'il y a un terrain fertile au final. Ouais. Je pense que les dernières théories qui, en tout cas, par exemple, à UCL, les gens qui s'en occupent de ces sujets nous ont communiqué, c'était du côté, par exemple, de la rencontre entre une certaine personne avec un terrain, on peut dire, un certain produit. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va accrocher avec les mêmes produits. Et une certaine condition sociale, donc on a ce triangle un peu entre la personne, la situation et les produits qui vont faire qu'il va y avoir addiction ou trouble d'usage en général. Et donc, en effet, ça peut être assez personnel. Bon, pour revenir à la première partie de la question, moi personnellement, j'ai travaillé plutôt avec des populations précarisées, mais pas que, mais donc beaucoup avec finalement des problématiques d'alcool assez graves et assez avancées, donc dans une logique de sévrage d'alcool, mais qui parfois s'est répétée d'une manière... les gens revenaient souvent parce que la problématique était toujours là, et beaucoup aussi avec des problématiques de cocaïne fumée ou de cocaïne sniffée. Bon. Mais souvent dans un terrain de précarité, parfois ça peut être des gens à la rue. sans abri, oui, à la rue, et de l'autre côté avec parfois l'existence de maladies psychiatriques à côté. Et ça peut être, si je dois faire quelque chose pour le monde psychiatrique spécialement, on voit que les nouveaux profils des produits d'une certaine manière sans aussi un peu comment les pathologies psychiatriques apparaissent
Et pour nous, psychiatres, ça pose un problème parce que la clinique de l'addiction et comment les gens, par exemple, schizophrènes, psychotiques, tombent là-dedans, c'est très dur parce qu'elle est très réglementée, etc. Donc on a beaucoup de mal, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais on a beaucoup de mal parce que les consommations augmentent à gérer aussi les personnes qui ont des maladies mentales. À aider, hein, ou déjà pas nécessairement à gérer. Ah oui, pardon, à aider, effectivement. Parce qu'il y en a trop, c'est ça? Parce que, disons que par rapport à, disons, il y a 50 ans où il y aurait une certaine présentation, par exemple, d'un patient schizophrène, où ça serait un premier plan, ça serait le délire ou les hallucinations. Là, aujourd'hui, on est dans quelque chose où, parce que les psychotropes, la cocaïne sont en tellement grande accessibilité, et il s'agit de bons traitements. Oui, il s'agit des choses qui sont des bons traitements, mais qui à terme ne sont pas efficaces et qui à terme coûtent beaucoup de choses, mais pour s'apaiser, pour partir des angoisses terribles, sont très très efficaces. Les gens tombent là-dedans et après c'est très compliqué de faire la différenciation, par exemple, d'une personne qui se présente comme toxicomane et qui en fait il y a une pathologie psychiatrique, des pathologies psychiatriques classiques dessus. Et est-ce que les drogues peuvent accélérer, ou en tout cas révéler une pathologie, ou en tout cas un terrain pathologique qui était déjà là avant? Ou est-ce qu'il y a vraiment... Oui, ça c'est très connu à partir du cannabis. Ça veut dire, à un moment donné, il y a eu la rumeur d'une certaine manière que le cannabis pouvait provoquer des psychoses. Ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que le cannabis peut provoquer des épisodes psychotiques brefs. Et de l'autre côté, ça qui montre les études, c'est que des sujets qui, soi-disant, avaient un terrain psychotique, que l'âge d'éclosion, l'âge où ça va se produire, par exemple, les premiers épisodes psychotiques, va être plutôt avancé de quelques années avec une consommation intensive de cannabis. Mais ce n'est pas qu'on devient, par exemple, psychotique parce qu'on a trop consommé de cannabis. De l'autre côté, une surconsommation de cannabis est loin de ne pas être dangereuse. C'est ça, il y a beaucoup de drogues où la recherche n'est pas sûre, ou aussi peut-être parce qu'il manque un peu de données scientifiques, où on ne sait pas encore c'est quoi vraiment les effets de... certaines drogues comme le cannabis. Par contre, il y a les drogues, on sait très bien que ça crée des maladies, des problèmes à très court terme. Je voulais savoir un peu comment se manifestent les addictions en fonction, ou en tout cas les troubles d'usage en fonction des drogues que l'on prend. On parlait de sevrage pour l'alcool tout à l'heure. Voilà, comment un malade se comporte, quelles sont les conséquences directes pour les patients quand ils sont en situation de trouble. Ça c'est assez vaste, et c'est aussi assez personnel. Ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui, par exemple pour l'alcool, boivent de leur côté et s'isolent totalement, et ça pose problème de ce côté-là parce qu'ils arrêtent de s'alimenter, etc. Et de l'autre côté, ils se coupent de tout leur milieu de vie. Et de l'autre côté, on peut avoir des gens qui font une consommation très bruyante, et donc il y a des conflits familiaux, où il y a des bagarres, donc il y a des soucis judiciaires. Très souvent, ça va dépendre aussi, ça va être quoi la porte d'entrée, on peut dire, vers les soins, l'accès aux soins. Il y a à ce moment, par exemple, dans le monde psychiatrique, un intérêt aussi qu'il y avait toujours sur la santé publique, sur comment réfléchir sur les portes d'entrée pour les sujets vers les soins. Ouais. Et du coup, voilà, on va tranquillement aborder ce sujet-là d'accès aux soins et de la prise en charge des patients. Je veux savoir justement comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on aide quelqu'un qui viendrait vous voir en situation avec des troubles d'usage forts, avec possiblement un contexte social difficile derrière. Comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on aide ces gens-là? Comme soignant. Comme soignant, pas comme proche. Oui. Non, effectivement, plus dans votre milieu professionnel à vous. Bon, à toi. Il y a moi, il y a des autres aussi, mais voilà. Mais il y a des équipes, en effet. Il y a de différentes possibilités de prise en charge, comme on dit, avec
comment dire, les premières étapes, ça serait d'évaluer la situation, de voir qu'est-ce qui se passe pour la personne, où elle se trouve, c'est quoi la conscience que la personne a de problèmes ou de ce qui se passe pour elle. Est-ce qu'il y a un problème identifié? Très souvent, c'est aussi le milieu de vie ou la famille qui ramène les gens. Bien que ça peut être aussi les gens qui, à un moment donné, disent « je me suis trouvé dans un moment terrible ». C'est intéressant, ces moments de prise de conscience aux urgences, par exemple, où il y a tous les gens qui débarquent parce qu'il s'est passé une chose. Et on prend le temps de mettre des mots déjà sur une situation qui pose problème. Et après, bon, ça va être le travail d'orientation, de voir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Est-ce qu'il va falloir déjà de soutien psychologique? Est-ce qu'il va falloir une médication? Est-ce qu'il va falloir une hospitalisation parfois? Mais c'est décemment, on peut dire, les parcours de soins pour les addictions, c'est décemment assez long et assez épouvantable. Ça veut dire, c'est des situations qui sont difficiles à prendre en charge. Les réseaux aussi psychiatriques à Bruxelles qui s'occupent de ça est assez saturé d'une certaine manière. Ça veut dire il y a des gens qui peuvent attendre 2-3 mois pour avoir une place pour un sévrage en milieu hospitalier. Parfois, il y a comment dire, il faut faire des candidatures qui sont difficiles à suivre. Les règles dans les hôpitaux sont assez strictes. Il y a toute une série de raisons très valables pour lesquelles ces procédures sont en place. Mais n'empêche que parfois, ça peut être difficile. Mais bon, ça qui peut-être est la raison valable, c'est que une personne, finalement, peut être par exemple très très bien, c'est vrai, dans un milieu hospitalier, et quand elle ressort à l'extérieur, dans son milieu de vie, la consommation recommence. Il y a une rechute et oui. Justement, tu l'as évoqué, du coup, je vais en profiter pour rebondir dessus, en tant que proche. Si jamais on rencontre la situation d'avoir quelqu'un qui est confronté à des troubles d'usage, c'est quoi comment on peut réagir en fait? C'est une question difficile. C'est une question difficile en effet parce que il n'y a pas nécessairement une bonne manière à réagir. Bon, très souvent les sujets qui sont les juges âgés, on peut dire, ça qu'ils peuvent dire, c'est que la critique n'aide pas, par exemple. Que la critique, de critiquer les gens et dire mais oui, mais tu pourrais faire un effort quand même, ça n'aide pas parce que c'est déjà pris dans une culpabilité que la majorité des gens qui sont consommateurs. Beaucoup sur l'alcool, par exemple, ils ont déjà cette culpabilité et ça n'aide pas énormément. De l'autre côté, c'est clair qu'il faut des limites parce que sinon, on voit des situations très très compliquées se produire. C'est important qu'il peut y avoir un contact avec les milieux de soins. Ça qui est assez intéressant, par exemple, c'est des associations des proches des personnes, donc qui peuvent avoir des séances de discussion, qui peuvent dire ok, il se passe cette chose-là et qu'ils peuvent avoir du partage, parce que finalement, ce n'est pas nécessairement l'idée de donner une réponse, mais déjà, par exemple, de pouvoir partager un vécu des proches et de dire ok, à la fois on s'inquiète, à la fois c'est très compliqué pour nous, et de pouvoir, à partir de ces points-là, réfléchir, mais ou déjà tenir les coups pour le temps que ça va prendre. Et l'issue qui n'est pas toujours certaine. Et la gestion strictement du secteur hospitalier ou du secteur des urgences ou du secteur médical des addictions, est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux qui peut se mettre en place? Est-ce qu'il y a des réponses extrêmement médicales et pas seulement un soutien psychologique ou de parole Oui, mais c'est très différent avec comment dire, les molécules utilisées ou la problématique utilisée, et c'est très différent aussi avec la personne utilisée. Finalement, c'est différent, même dans des hôpitaux différents, on peut soutenir il y a des golden standards, comme on peut dire, par exemple, sur le traitement d'alcool. Il ne faut pas que les gens arrêtent de boire subitement parce que c'est dangereux. Et donc, là, il y a une série de procédures, mais bon, que chacun et chacune animent de leur propre manière. Oui.
Ouais. Et du coup, je voulais juste rebondir. Juste une petite réaction dans le oui, chat de j'avais pas vu, Léonie pour revenir à l'aide que les proches peuvent apporter, qui est assez D'ailleurs, intéressante. merci à Léonie d'être toujours là. Oui, elle est toujours là, Léonie, vraiment. Merci beaucoup. C'est de dire, souvent on peut essayer d'ouvrir les yeux à la personne, mais cela ne fonctionne pas. Il faut absolument que la personne ait un déclic personnel, sinon c'est très difficile d'aider la personne. Comment on fait pour aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé? C'est ça toutes les problématiques finalement des addictions. Ça veut dire que, par exemple, là tout à l'heure j'ai dit, il y a des raisons, par exemple, une chose très classique dans les milieux hospitaliers concernant les cures de sévrage, comme on les appelle, c'est que les gens passent par une préadmission. Ça veut dire qu'ils rencontrent un médecin habituellement pour discuter d'une éventuelle hospitalisation. Et c'est très frustrant pour ces personnes parce qu'ils arrivent là, ils disent « Ok, je suis prêt à être hospitalisé aujourd'hui, j'aimerais être hospitalisé, mais vous me dites que ce n'est pas possible. » Mais disons qu'une des caractéristiques centrales, on peut dire, de problématiques du genre, c'est l'ambivalence qu'on peut entretenir avec les produits et la consommation. Nous, à un moment donné, on peut être oui, je vais absolument arrêter. Je sais pas, il y a un problème, et il se passe 3 heures, on est frustré, et donc il y a une série de réflexes, on peut dire, vers la consommation. Et donc, en effet, si c'est très dur d'ouvrir les yeux, je n'utilisais pas ces termes, mais pour reprendre la question, à ces personnes, ça demande un accompagnement plutôt stable et ça demande du temps. Et donc, par exemple, la logique des préadmissions, où on dit aux gens, oui, mais il faut patienter, il faut être sûr qu'il faut venir, c'est là pour de bonnes raisons aussi, et c'est là parce qu'il faut prendre le temps. Et aussi, par exemple, moi, une autre chose que je vais dire à mes patients quand ils arrivent en contexte hospitalier pour un sévrage, c'est que c'est très possible que ça ne va pas marcher. Mais c'est quoi du coup, pour revenir sur la technique du sevrage, c'est quand on coupe complètement le patient de la substance? Oui, c'est quand on arrête la substance d'une manière radicale et on éloigne aussi du milieu d'usage, etc. Et pour par exemple pour l'alcool, c'est jusqu'à quel point, c'est-à-dire qu'on l'arrête pendant combien de temps? On l'arrête jusqu'à ce que la substance s'évacue de son corps ou plus longtemps encore? Ça dépend encore avec les substances différentes. Ça veut dire l'alcool, il y a en effet certains temps, il y a un traitement de substitution. Pour les opiacés aussi, par exemple, il y a des temporalités qu'il faut respecter parce que le corps, chaque molécule aussi s'évacue différemment. Pour le cannabis, par exemple, les sévrages, c'est subjectif parce qu'une personne peut être complètement différente d'une autre. Il n'y a pas un traitement qui va venir remplacer le cannabis, qui d'ailleurs ne provoque pas des addictions somatiques ou des effets somatiques, on peut dire, d'addiction. Mais pour finir sur la question, mais vous pourrez encore répondre sur la question, je ne me souviens pas les prénoms. De Léonie, voilà. En effet, c'est dur d'ouvrir les yeux. Ça demande déjà de pouvoir être là et de pouvoir plutôt clairement dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et ça qui peut être utile parfois, c'est que sur une prise de conscience, que la personne à la fois peut être guidée vers les soins et à la fois qu'on peut dire à la personne ou démontrer les conséquences directes d'une consommation, par exemple, qui, après un moment donné, devient évidente. Et quand tu as des patients qui viennent te voir justement pour arrêter de prendre la substance, etc., et que tu leur annonces que peut-être il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas, c'est pas trop violent aussi, enfin, c'est un peu à double tranchant, ça peut être très violent à entendre pour la personne et ça démotive pas certaines personnes. En fait, ne pas venir finalement. Oui, mais ça veut dire qu'encore comme je disais, il faut qu'il y ait une motivation, une responsabilisation assez solide pour tenir aussi les coups dans les milieux hospitaliers. Parce que de se trouver enfermé dans un hôpital, enfermé volontairement, mais enfermé dans un hôpital pendant une semaine où on ne sort pas et où on est en manque d'un produit, c'est extrêmement compliqué. Et où on doit cohabiter avec quelqu'un dans une chambre, où voilà, les conditions ne sont pas toujours évidentes. Et comme à tout moment on peut partir, et, il faut vraiment être prêt, par exemple, pour toute une série de démarches. Donc, sur les addictions, addictions, troubles d'usage encore, mais qui se trouvent dans un endroit très particulier, on peut dire, dans le monde psychiatrique, parce qu'à la fois, en effet, c'est la psychiatrie, mais à la fois,
le caractère des maladies est assez contesté par les corps social et ce n'est pas non plus ça qui était défini comme la psychiatrie classique, qui était les psychoses, les dépressions, etc. C'est une autre chose. Sur les addictions, il y a beaucoup ce caractère aussi de culpabilité, de culpabilisation par la personne elle-même, par les proches, et aussi toute une série finalement de problématiques assez pratiques où l'accès aux produits, par exemple, et la reconsommation, la rechute peut être un grand problème. Et c'est là peut-être que c'est intéressant de parler des autres logiques, par exemple. Là, je vous ai décrit tout à l'heure une logique assez classique finalement, Ouais. de ça qu'on fait en psychiatrie avec les troubles d'usage, qui ça serait sévrage, on arrête complètement les produits et on essaie de ne pas jamais reconsommer. Et de plus en plus, il y a un développement des logiques, par exemple, de diminution de risque. Ça, c'était beaucoup avec les produits opiacés. Je pense que c'est beaucoup aux États-Unis et aussi au Canada, où ça qu'on a vu déjà, c'était qu'il y a une logique où on demanderait aux gens de rester abstinents d'une manière radicale, ne marche pas du tout pour toute une série de personnes. Et donc, au lieu de s'épuiser, c'est intéressant aussi de dire que le burn-out, la notion de burn-out vient pour la première fois d'une équipe de soignants qui s'occupait des héroïnomanes à Harlem, je pense, qui sont complètement épuisés par l'investissement personnel. Donc, Mais du coup, épuisés de devoir faire attention à leur consommation et réduire. s'épuiser soi-même comme soignant en Ah, proposant oui, d'accord. des Et du coup, solutions. il tombe en burn-out. Et Oui. ils tombent en burn-out. Des solutions non adaptées à des personnes non adaptées pour ces solutions. Donc la logique, par exemple, de diminution des risques, c'est comment, en respectant les temporalités des personnes qui veulent, en tout cas partiellement, continuer à consommer, même s'il y a des moments où ils veulent arrêter, comment essayer de respecter ces temporalités et de l'autre côté, diminuer les risques, par exemple, donner des salles de chute ou des aiguilles propres. Où on peut aussi commencer à accrocher des petits soins et informer les gens de la possibilité des soins. Donc l'histoire des portes d'entrée aux soins dont on discutait. Et essayer petit à petit de voir comment avec des petites choses on peut aider les gens déjà à prendre cette conscience dont il s'agit et pouvoir déjà améliorer un peu les solutions. Et parfois pour nous en psychiatrie, le danger c'est parfois rester en vie. Hein. Ça peut être assez violent aussi. Mais voilà, c'est... Et du coup, Léonie rebondissait sur son commentaire d'avant en disant qu'en plus, souvent, les personnes en situation de trouble sont dans le déni. Et on parlait de culpabilité, on en parle depuis quelques temps déjà. Je voulais justement aborder ce thème-là de la stigmatisation qu'il y a autour de la prise de drogue. Que ce soit la prise d'alcool qui est considérée comme limite un bien culturel, alors que la cocaïne va être considérée comme quelque chose d'absolument minable. La manière dont on voit les drogues dans la société en général, est-ce que ça contribue pas aussi au fait que les patients qui en ont vraiment besoin vont avoir une sorte de barrière à aller chercher de l'aide, à aller demander de l'aide, à se faire accompagner professionnellement pour sortir de leurs addictions? C'est toute la logique finalement aussi derrière cette logique de diminution des risques et des politiques par exemple concernant les drogues. Ici en Belgique, je pense qu'il y a une super association, toute une série d'associations qui luttent contre les lois actuelles des drogues qui je pense datent de 1912-1918, donc elle est assez rétrodatée. Ouais, c'est très, très et que donc il y a, je pense, des festivals aussi l'été où ils essaient comment s'appelle ça, pas manifester, mais faire du lobbying pour les changements des lois autour de la drogue. Parce qu'en effet, il y a toute une série d'expériences qui commencent à montrer que, par exemple, la difficulté d'accès aux produits est assez dangereuse et pousse, par exemple, les gens vers les milieux de la délinquance, même si ce n'est pas nécessaire. Et donc, la facilité d'accès aux produits, ça peut aussi faire une porte d'entrée aux soins. Il y a des projets ici à Bruxelles, normalement les projets LAMA, qui fait ce qu'on appelle de l'accueil bassé, ça veut dire qu'ils sont des centres ouverts ou sans rendez-vous, parce que ça aussi c'est un grand problème. Comment se réveiller pour aller à son rendez-vous médical quand notre rendez-vous c'est à 10h et nous on se réveille à 15h parce qu'on consomme toute la nuit.
il y a toute une série de choses pratiques à penser comme ça. Mais donc, il y a des centres comme ça où les gens peuvent aller, on peut se présenter à tout moment et par exemple avoir sa dose de méthadone pour ne pas devoir la chercher à la rue et donc risquer de consommer, alimenter un trafic et risquer de consommer aussi une méthadone pas propre. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé aux urgences et compagnie. Et en effet, il y a des pays où on a vu que la légalisation d'une série de choses ou la décriminalisation, la légalisation. La décriminalisation ou aussi la diminution des peines, par exemple. Ça a déjà diminué la nocivité sociale des drogues. Justement, c'est un thème, je ne savais pas si on pourrait l'aborder, je ne savais pas si c'était ton domaine d'expertise ou pas, mais toutes les questions justement de décriminalisation avec ce qui se passe au Canada, avec ce qui s'est passé depuis déjà une vingtaine d'années au Portugal. Portugal, c'est 2001, il me semble. Oui, c'est ça, c'était déjà assez vieux, qu'il y avait un gros problème d'héroïne et cocaïne au Portugal, où depuis qu'il y a une décriminalisation, merci. Décriminalisation totale de ces drogues, on voit des risques sanitaires qui ont chuté massivement. Est-ce que, selon toi, ce genre de réforme légale doit passer d'abord avant une prise de conscience sociétale, ou est-ce que c'est d'abord la prise de conscience sociétale qui va devoir entraîner c'est un peu la technique de la poule. Je sais, je demande juste l'avis personnel d'un expert. Bon, déjà, je dois dire que je ne suis pas expert. Je ne crois pas trop à l'expertise. Je crois que on apprend des choses en travaillant avec des gens. Et il y a aussi une chose à remercier ces patients pour les choses qu'ils nous apprennent. Mais sur cette question-là que tu poses, je pense que ça va un peu avec. Je pense qu'il y a des vitesses différentes. Ça veut dire, par exemple, actuellement, la question de la cocaïne, dans un certain milieu, c'est un problème. Si tu as 60 ans, la cocaïne, ça te semble un gros problème. Actuellement, les consommations de cocaïne et d'ecstasy ont chuté dans l'Europe du Nord de nombres. Je pense que ça a dû... bon, je risque de faire sortir des fausses statistiques. Oui, mais il y a une chute massive et brutale. Non, il n'y a pas une chute, je veux dire, ça a chuté S-H-O-U-T, ça a grave augmenté. Ça a augmenté par exemple, la héroïne, qui à un moment donné c'était au sommet, ça a vraiment chuté. Et la cocaïne, les speed, et par exemple, là, les nouvelles drogues synthétiques qui viennent des Chine et qui ne sont pas encore illégales, ça aussi, ça fait une augmentation terrible. Et qui, dans un certain milieu de vie, ou le milieu des fêtes à Bruxelles par exemple, c'est tout à fait habituel d'avoir toute une série de consommations. Donc si moi, il y a un patient qui vient qui me dit « moi je consomme la cocaïne, l'ecstasy, le cannabis, les GHB », et moi je lui dis « mais vous êtes un gros malade, je suis complètement à côté de la plaque ». Oui. Parce que dans un certain milieu, c'est complètement normal. Dans l'ORECA, je sais que ça tourne beaucoup, à la fois pour des raisons de fête et à la fois pour des raisons pratiques de tenue du rythme, et de pouvoir combiner sa vie personnelle et son boulot dans l'ORECA à Belgique, à Bruxelles en tout cas. Je sais que c'est très très courant, effectivement, c'est pas forcément des gens qui sont coupés de toute vie sociale, donc c'est pas le stigmate qu'on peut avoir forcément du consommateur. C'est peut-être là où la notion de trouble d'usage, où on pourrait peut-être réfléchir comment reprendre les mots addiction, est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas en soi la consommation de quelque chose qui pose problème, mais c'est la consommation de quelque chose dans un contexte par une personne qui est problématique. Qui peut être problématique. Et donc du coup, pour revenir un peu sur les avantages d'une légalisation, d'une législation beaucoup plus douce, beaucoup moins répressive sur les drogues, quels impacts directs ou quels impacts ça pourrait avoir sur la santé des patients, des gens qui subissent ces troubles? Je pense encore que, par exemple, il y a une autre association qui s'appelle Modus Fiesta, je pense, Modus Vivendi. Modus Vivendi. Oui. Il n'y a pas aussi une Modus Fiesta? Modus Fiesta, ça on l'a pas trouvé. C'est ça, ouais. C'est ça, mais bon. Okay. Modus Fiesta, c'est possible, mais en tout cas, il y a des associations Modus qui sont, par exemple, dans des gros festivals, etc., pour contrôler la qualité des drogues et pour, ça veut dire que tu donnes une petite, pour donner des pailles ou pour donner encore des préservatifs ou donner des informations sur les centres de dépistage, etc. Et en effet,
pratiquement, si tu consommes un produit qui n'est pas propre et si tu consommes un produit qui est propre, les risques sont beaucoup moindres, on peut dire, avec un produit propre. Et donc, une meilleure réglementation permettrait peut-être, bon, là encore, c'est un domaine qui est assez compliqué et assez politique, mais permettrait déjà de diminuer, par exemple, les coûts sur la santé. Hein, et permettrait aussi peut-être de contrer un peu tous les coûts à côté qui sont du côté des trafics de drogue, etc. C'est ça, parce que du coup, il y a Eurotox qui est une association et un institut de sondage en Belgique qui a mené une étude qui sort tous les ans, un rapport sur l'état des lois, de l'état des patients, enfin tout ce qui entoure la politique de la santé autour des drogues en Belgique, et il disait que dans la part des dépenses publiques, tout ce qui concerne les dépenses de sécurité ont augmenté depuis 2012 sans discontinuité, et que tout ce qui concerne l'assistance, donc il n'y a pas les hospitalisations dedans, je crois, hein, mais il y a tout ce qui concerne effectivement les soins de première nécessité, l'accompagnement psychologique, etc. Toute cette partie-là est en chute libre, donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait qu'une légalisation plus douce pourrait forcément faire arriver de l'argent là où il y en a besoin, et on arrêterait de dépenser de l'argent en répression, en sécurité. Qui ne marche pas. Hein, oui, c'est ça. C'est là où j'ai arrivé, c'est que en plus l'efficacité des techniques répressives sont pas confirmées. Donc on n'y est pas. Oui, non, mais je pense que c'est plutôt démontré. Je n'ai pas les nombres devant moi, mais je pense que c'est plutôt démontré que les logiques répressives avec les drogues, et je pense que c'est ça aussi les grands arguments de l'association de 1912 qui donc lutte pour la décriminalisation des drogues en Belgique, qui dit on a vécu 100 ans de répression, ça ne marche strictement pas. Peut-être que c'est 1922 parce que c'était les 100 ans, je pense, l'année dernière. L'année dernière, d'accord. Il n'y a pas très longtemps. C'est ça, je me souviens que c'était moi j'avais début 2019-2020 en tête. Ouais, c'est ça, il me semblait que c'était effectivement ces eaux-là. Merci beaucoup. Théodore, d'être venu sur le plateau pour parler de tout ça. Très content d'avoir pu échanger avec toi. Le sujet, c'est ça, ouais, parce qu'effectivement, autrement, on aurait quand même abordé ces sujets, mais ça aurait été beaucoup moins pertinent sans quelqu'un qui travaille dans le milieu et sans quelqu'un qui est intéressant, il y aurait plus de dialogue. C'est ça, donc merci encore d'avoir accepté de venir au pied levé dernière minute. C'était super intéressant, merci beaucoup. Bon, merci à vous, c'est un sujet assez vaste. C'est ça, voilà, j'aurais rappelé, mais effectivement, on n'a que 40 minutes, même si on en a déjà dit beaucoup, j'espère que vous aurez retenu les messages principaux, mais c'est un sujet qui comporte énormément de ramifications, énormément de branches, et effectivement, on a juste effleuré la surface, et on vous invite aussi à vous poser vous-même des questions autour de ces sujets-là, parce que ça arrive qu'on ait des gens dans notre entourage qui sont concernés par ces problématiques, ou même nous-mêmes on peut l'être, etc. Et donc d'aller se renseigner, ça ne fait jamais de mal, au contraire, et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui travaillent et sur Bruxelles et en Belgique sur ces sujets-là. Merci beaucoup Théodore. Un grand merci. Merci Aline et Margot, on se retrouve dans pas longtemps